Bonjour Ibrahima Cissé. Bonjour Laurent encore. L'Afrique n'émet que 4% des gaz à effet de serre de la planète. Ça n'est donc pas l'un des grands responsables du changement climatique. Mais est-ce que ce chiffre ne conduit pas à déresponsabiliser un certain nombre de dirigeants africains sur leur rôle dans le changement climatique? La non-sélectivité des impacts du changement climatique appelle aujourd'hui à une responsabilité de toute la planète. Les leaders africains ne peuvent pas se dédouaner de cela parce que les pays africains subissent de plein fouet les effets du changement climatique. Donc, au contraire, je pense que c'est une opportunité pour les leaders africains d'amener leurs collègues leaders des pays développés et un peu partout dans le monde à leur montrer qu'il y a une autre voie possible de développement, beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus respectueux de l'environnement, qui ne va pas annihiler les efforts qui sont en train d'être faits dans ces différents pays. Est-ce que c'est une opportunité que les dirigeants africains saisissent d'ores et déjà? On ne pourrait pas dire qu'ils le saisissent d'ores et déjà, mais en tout cas, nous les encourageons à saisir cette voie-là et nous les encourageons à comprendre aujourd'hui que les populations africaines sont moins protégées, donc elles sont moins résilientes à ces changements climatiques. L'exemple du Mozambique est là, alors que c'est un pays dont la contribution aux effets du changement climatique est très faible. L'Union africaine doit jouer un rôle de leader et il a l'opportunité, en tout cas, de montrer une nouvelle voie de développement. C'est un combat global, mais est-ce que le fait qu'un pays ne se soucie pas de lutter contre le changement climatique ne conduit pas à aggraver encore plus les conséquences pour ces populations? Est-ce que ce combat global, il n'a pas aussi des enjeux très locaux? Tout à fait. La sauvegarde des forêts et des océans, les effets sont directs pour les populations. Si aujourd'hui il y a un reboisement des mangroves qui se fait, ou une politique en tout cas qui permet d'avoir des aires marines protégées et qui permettent à ces espèces de se retrouver, les changements climatiques sont moins perceptibles pour ces populations. En tout cas, ces populations sont beaucoup plus résilientes. De quelle manière est-ce que les politiques énergétiques africaines devraient évoluer selon vous? Nous savons qu'aujourd'hui, la planète est gouvernée malheureusement par le dictat des énergies fossiles, mais nous pensons qu'il y a une transition à faire et qu'il y a des énergies à bannir aujourd'hui. Le charbon, par exemple, est à bannir complètement. C'est une énergie fossile qui dégage beaucoup de CO2. C'est une énergie très très polluante qui aujourd'hui n'est pas acceptable. Je citerai l'exemple du Sénégal où il y a une petite ville qui s'appelle Bargny, où il y a une implantation d'une centrale à charbon qui aujourd'hui est un véritable problème pour les populations et pour l'environnement. Ce qui est en totale contradiction avec l'orientation d'énergie renouvelable, en tout cas, qui est prônée aussi par le gouvernement sénégalais. Est-ce que concrètement, lutter contre la déforestation en Afrique centrale serait une façon de réduire les effets du changement climatique sur les populations de ces régions? Tout à fait, parce que cela rendrait les populations beaucoup plus résilientes. Ces populations dépendent beaucoup des forêts. Leur survie dépend des forêts. Quand vous avez des milliers d'hectares qui sont juste déboisés, en tout cas qui sont coupés pour faire de l'huile de palme par exemple, c'est catastrophique pour les populations, pour les écosystèmes et pour les animaux. Donc là, l'interpellation est pour toutes les multinationales qui sont dans l'exploitation des forêts, qu'ils comprennent que les effets vont être très néfastes autant pour les pays qui sont dans la zone de l'Afrique centrale, même en Afrique de l'Ouest, parce qu'il y a beaucoup de coupes de bois en Afrique de l'Ouest aussi, mais aussi que les effets seront sentis par les autres pays, parce que ces forêts, ce sont des forêts qui jouent un rôle pour toute la planète. Quel bilan faites-vous d'une initiative comme la Grande Muraille Verte? L'initiative est salutaire. Maintenant, le rythme d'exécution des travaux et son avancement, ça, bon, on pourrait avoir beaucoup de questions là-dessus, mais le fait qu'il y ait un projet comme ça qui avance et qu'on souhaiterait qu'il aille plus vite, bien sûr, c'est quelque chose que nous saluons. On sait que la dégradation des sols contribue au réchauffement climatique. Quelle politique agricole est-ce que vous attendez des gouvernants africains? Il y a beaucoup d'accaparement aujourd'hui des terres par les multinationales, surtout en Afrique, parce qu'il y a des politiques d'agriculture industrielle qui sont en train d'être développées. Parfois, des milliers d'hectares de terres sont alloués à des compagnies qui les transforment en monoculture et qui détruisent complètement ces écosystèmes. Et c'est une contribution au réchauffement climatique. Les politiques les plus appropriées aujourd'hui pour la lutte contre le changement climatique, c'est l'agriculture communautaire, l'agriculture familiale. Parce que l'agriculture familiale et l'agriculture communautaire ne requièrent pas autant d'usage d'engrais, requièrent le déboisement, ou en tout cas cette échelle où il faut couper des milliers d'hectares de forêt. Et c'est ça qui est salutaire pour que les populations puissent rester sur leur terroir et vivre de leur activité. Merci Ibrahima Cissé.